Bonjour à toutes et à tous. Ce soir, on est chez Cyclissimo Chablais avec Tom. Tom, tu travailles chez Cyclissimo, tu vas participer au Tour des Stations Ultimate 1000. Donc, tu es la personne idéale pour parler du sujet de ce soir qui est celui du matériel. Ouais, salut Alain, salut à toutes et tous. Alors ouais, effectivement, je suis enchanté de participer à cette nouvelle épreuve de l'Ultimate 1000. Et puis j'ai pas mal d'expérience en termes de bikepacking, sur route, sur gravel, en course, pas en course. Donc j'ai vraiment eu le temps d'essayer une panoplie d'options différentes en termes de matériel. Et puis c'est un plaisir de pouvoir partager ça avec tout le monde. Super, commençons. Et commençons par le commencement. La pièce maîtresse du matériel, c'est évidemment le vélo. Parle-nous de ton vélo. Alors clairement sur une épreuve comme ça, le choix du vélo est hyper important parce qu'on va passer beaucoup de temps dessus, on va passer beaucoup de temps à monter et beaucoup de temps à descendre. Donc il faut avoir quelque chose qui réponde un petit peu à tous ces critères. Le point numéro 1 pour moi, le plus important, ça va être le confort. Il faut un vélo sur lequel on soit bien pendant longtemps. Pas qu'on ait des douleurs au bout de 200, 300, 400 km. Il faut vraiment être bien du premier au dernier dessus. Ça va être le premier point. Après, clairement, comme on va beaucoup monter, le but sera d'essayer de garder le poids le plus petit possible et quelque chose à ne pas perdre non plus de tête, ça va être qu'on va beaucoup descendre et du coup il faut un vélo qui soit performant et qu'on se sente bien au pilotage à la descente de nuit aussi. Avec ces trois points en tête, ce que moi j'ai choisi, c'est le Specialized Aetos qui incarne parfaitement ces 3 points. Donc on est sur une nouvelle génération de vélos, donc on n'est plus sur quelque chose de très aéro et de très rigide comme on a beaucoup vu ces dernières années dans le marché. On est de retour sur des tubes ronds, donc qui vont beaucoup plus absorber les chocs et qui vont du coup permettre à la personne dessus d'être beaucoup plus confortable, tout en étant le vélo à frein à disque le plus léger du marché. Donc on a vraiment une dualité là qui est hyper intéressante et c'est un vélo qui tient très très bien à la descente. Donc on a vraiment ces 3 points entre confort, poids et maniabilité à la descente qui sont réunis. Après je pense que le deuxième point qui va être hyper important, ça va être le choix des pneus. À savoir que il va falloir de nouveau trouver ce bon compromis entre rendement et confort. La différence entre un pneu en 25, en 28 ou en 30, elle est énorme en termes de confort. Avec l'option aussi de mettre du tubeless ou pas. Le tubeless, ça amène un peu plus de confort. Par contre, si tu as un problème dessus pendant l'événement, c'est la merde. D'expérience, vraiment, une crevaison sur un tubeless route, c'est vraiment pas très drôle. Du coup, moi, j'ai choisi de rouler en chambre avec des pneus en 28 ou en 30. Ça, je n'ai pas encore choisi. Comme il y a les sections gravel, il va falloir trouver le bon compromis entre efficacité et puis rendement sur la section. Voilà, gravel, il n'y a quand même pas beaucoup de kilomètres de gravel sur les stations Ultimate. Non, alors c'est sûr, on est dans une histoire de 1 à 2%. Par contre, il y a des sections quand même assez emblématiques. Celle qui, moi, m'excite le plus d'avance, c'est la forêt verte à la toute fin avec les pourcentages super raides. Et puis, il va pouvoir passer ce moment-là avec du confort, quoi. Alors, j'admire ton optimisme parce qu'en ce qui me concerne, la forêt verte, je sais que je vais la passer à pied. Alors, il faudra les bonnes chaussures. Effectivement. Et pour finir du coup avec le vélo, je pense le dernier point au-delà du cadre des pneus qui va être hyper important, ça va être le choix de la transmission. On a la chance ces derniers temps d'avoir une démultiplication des rapports possibles qui n'était pas possible il y a quelques années. De pouvoir croiser des groupes VTT, de pouvoir croiser des groupes gravel avec les groupes route. Donc ça offre un choix qui est énorme
Et vu le dénivelé cumulé qu'il va avoir, je pense que ce sera intéressant d'en avoir à gauche. Effectivement, parce que voilà, 26 000 mètres de dénivelé, il faut avoir les bons développements. Qu'est-ce que toi, tu as prévu de monter pour cette course? Alors moi, je n'ai pas encore vraiment décidé. Là, pour l'instant, j'ai un groupe des plus standards, donc un 52-36 devant et puis 11-30 derrière, ce qui sont des rapports qui vont bien pour la majorité du temps, mais que je pense qui ne sont vraiment pas justes pour faire autant de dénivelé. Du coup, ce que moi je pense, c'est que je vais monter un 48-31 devant et puis un 11-36 derrière. Donc j'aurai un 31-36 tout à gauche. On est dans des ratios de 0,85, quelque part par là. Voilà. Donc effectivement, quelque chose de complètement différent du monde des grands fondos, voire même de l'ultra fondo, où quand on pense petit développement, c'est du 1-1 et encore. Ici, on dépasse largement parce que c'est sûr qu'après 900 km, qu'on monte la forêt verte à pied ou à vélo, de toute façon, on il n'y en aura fatigué. Jamais assez, ouais. C'est un souvenir de la Such, le Sanesh après 850 kg dans les jambes, il n'y en avait pas assez. Et pourtant, c'est pas très raide. Et pour finir sur le vélo, c'est magnifique d'avoir un super vélo, mais on peut avoir des pépins sur la route. Du coup, il faut bien penser à avoir son kit de réparation avec les basiques. Surtout qu'on sera dans ce concept de semi-autonomie, c'est-à-dire qu'on a des Reboost Stations où peut-être qu'on pourra faire quelques menus réparations, mais entre les stations, on est livré à soi-même. Donc, il faut avoir suffisamment de matériel pour pouvoir réparer les problèmes les plus courants finalement. Exactement, ouais. Alors moi, ma stratégie, ça va être d'avoir le minimum avec moi, donc une chambre à air, une pompe ou des cartouches de CO2, pas encore sûr, des rustines, le multi-tool pour faire les basiques. Après, j'ai l'intention de m'envoyer du matériel en RAB au Reboost Station, comme ça je suis sûr que si j'utilise entre deux, je peux en récupérer au suivant. Donc je vais avoir des chambres à air ou des cartouches un peu préparées. Typiquement des cartouches. Donc avec toi, tu auras aussi peu que possible, mais autant que nécessaire. Exact. Parfait. Ce matériel de réparation, tu vas devoir le transporter quelque part. Ce sera probablement dans une sacoche. Donc, c'est le moment, je pense, de nous parler d'un autre aspect important de ce type d'événement, c'est qu'on roule avec un vélo certes léger, mais on doit transporter des choses et ça, on le fait dans des sacoches. Donc, parle-nous un peu de ton setup ici, ce que tu as prévu de prendre. Ouais. Alors, il y a différents points. Ça va dépendre d'une personne à l'autre en fonction de où est ta limite de confort, ce dont tu as vraiment besoin, ce dont tu as envie de prendre. Mais je pense que l'idée d'avoir une sacoche sur le cadre avec vraiment les choses auxquelles tu accèdes le plus souvent, ça, c'est un invariable. Donc, dans la sacoche, ici, que tu peux ouvrir en roulant, tu vas avoir le matos de réparation et puis toutes les petites choses que tu prends pendant la journée. Donc ça va être les manchettes, les jambières, le coupe-vent, ce genre de petits accessoires dont tu as vraiment besoin en permanence. Après, moi j'aime bien avoir des choses sur le cadre pour pouvoir transporter la nourriture. On va avoir à manger au Reboost Station, mais elles sont quand même éloignées. Il faudra penser à prévoir quelques bars pour entre. Et puis, tu vas typiquement avoir un chargement sur l'arrière du vélo qu'on va essayer de garder le plus léger possible, parce qu'il ne faut pas oublier que le plus lourd sur le vélo, ce n'est pas les sacoches, c'est toi, et que ton poids, il est là. Donc, on va essayer de mettre du poids plutôt vers l'avant et à l'arrière, ce qui est plus léger. Et du coup, pour moi, ça, c'est tout mon matériel pour dormir. Ok, donc effectivement, très très important de bien répartir le poids, d'avoir les objets lourds ici plutôt qu'à l'arrière. Maintenant, sur ton vélo, je vois des lumières, je vois un GPS.
Je crois que c'est le moment de parler de l'électronique. Il y a eu des grandes avancées ces dernières années. C'est bien parce que ça améliore l'expérience, mais en même temps, il faut faire les bons choix. Donc, parle-nous un peu de tes choix. Qu'est-ce que tu vas emmener avec toi? Alors, premièrement, hein, on va parler le GPS qui amène un confort incroyable pour la navigation et puis qui simplifie les choses de poursuivre la trace. La deuxième chose que le GPS offre, c'est un suivi de l'effort aussi, qui pour ce type d'épreuve peut être intéressant. Voilà, s'il est couplé avec un capteur de puissance, ou etc., on peut être sûr d'être dans ces bonnes zones et pas partir trop vite. Après, qui dit GPS dit nécessité de charger, comme le reste de l'électronique. Dans les développements récents, on a la chance d'avoir des choses comme ici le Garmin Solar qui se recharge avec l'énergie solaire en cours de route. Et typiquement, moi, je pense que j'espère ne pas devoir le brancher. Je me réserve la possibilité de le brancher un moment, mais ça enlève cette équation-là, on va dire, dans la logistique Oribu Station. Alors, effectivement, maintenant, si moi j'ai un GPS qui ne me donne pas ce confort de n'avoir pas besoin de le recharger, comment est-ce que je fais pour m'assurer que mon GPS est toujours allumé et que je ne me retrouve pas en problème au milieu du parcours? Ouais, alors ce qui est le plus important, et on y reviendra après, c'est connaître ton matériel, donc savoir l'autonomie que tu as, ce sera pareil pour tes phares, et puis avoir la prévision de rechargement. Donc, dans ma sacoche ici, j'ai tous mes câbles de rechargement, et puis au Oribu Station, on aura la possibilité de charger. Donc, il faut juste prévoir à l'avance dans ta logistique, dans ton plan de course, quand tu vas recharger et avoir le matériel pour. Ça va être pareil sur les lumières. Il y a un choix énorme sur les setups possibles. Et puis en fonction du temps que tu prévois de dormir ou pas et quand, tu vas avoir plus ou moins besoin de cet éclairage et puis de l'autonomie. Donc on peut avoir des choses, on va dire, comme ici, qui sont on va dire, dans le milieu de la gamme de puissance, dans le sens où là, on a 1600 lumens au max. Pour moi, c'est primordial d'avoir beaucoup de luminosité pour les descentes, parce qu'on va accumuler la fatigue et on va faire des descentes techniques qui vont vite. Il faut voir quasi comme en plein jour, parce que la descente, je sais pas, du Mozalpes de nuit, quand tu auras déjà tout le reste dans les jambes, il faudra être concentré. Et avec 1600 lumens, tu vois comme en plein jour, quoi. Ouais, pas quasiment, ouais. Mais je pense que pour les descentes, c'est 1200, 1300, c'est vraiment lumens, c'est le minimum. D'accord. Après, typiquement, ici, moi, j'ai une option qui est avec des powerbanks interchangeables. Donc, je peux m'envoyer des powerbanks Oribu Station. Et du coup, j'enlève le problème de rechargement de la lampe avant. Après, on a d'autres options qui existent sur le marché. On va avoir des choses comme ceci, donc avec une grosse batterie et puis une lampe très très puissante devant. Ça, de nouveau, pareil, tu peux avoir plusieurs batteries interchangeables. Ou alors, ça, c'est des choses qui sont très lourdes. On va avoir des choses beaucoup plus fines, plus aéro, plus légères, mais avec moins d'autonomie. D'accord. Donc, typiquement, sur quelque chose de léger, on doit vraiment avoir une stratégie Oribu Station, et puis probablement encore une power bank, quelque chose pour… Au cas où. Au cas où, voilà. Et toujours penser que ces lampes rechargeables ne se rechargent pas pendant qu'elles fonctionnent. Oui. Donc il faut penser à recharger pendant la journée ou juste avant la nuit si on n'a pas pensé à le faire à une Oribu Station. Après, clairement, un point qui est essentiel, c'est avoir un kit d'éclairage d'urgence. Donc, pas avoir une seule lumière, ni à l'avant ni à l'arrière, parce qu'il peut toujours y avoir un problème, soit de batterie, soit un faux contact. Donc, tu vois, moi, j'ai une lampe avant de secours, toute petite, mais qui me permet de faire au cas où, et pareil derrière. Voilà. Le dernier point pour l'éclairage, je pense, qui est important, c'est une frontale. C'est un deuxième secours, mais ça amène un confort la nuit de voir ce qui se passe autour de toi.
J'ai un souvenir de monter le Lukmanir de nuit avec juste mon phare avant et d'entendre un chien qui hurle et qui commence à me courir après et de ne pas pouvoir voir d'où il arrivait, c'était horrible. Eh ben ça me rappelle des souvenirs de Transcontinental Race où effectivement la traversée des Balkans, il y avait vraiment beaucoup de chiens et c'est vrai qu'une lampe frontale aurait pu être d'un grand secours pour moi. Le vélo, je pense qu'on a fait le tour. Parlons du cycliste. Comment est-ce que tu vas t'habiller pour participer à cette course? Laisse-moi poser ça et puis prendre ma tenue. Tu voulais parler vêtements? Eh ben allons-y. Allons-y. Allez. Du coup, ouais, comment choisir la bonne tenue? Déjà, il faut quelque chose dans lequel tu es confortable. Ça, c'est vraiment le plus important. Et l'avoir essayé. Parce que voilà, un maillot, un cuissard, si tu n'es pas sûr, si tu n'as pas déjà fait du long dedans, catastrophe. Le deuxième point qui est important pour moi, au-delà de la technologie, de la peau et tout ça, qui, voilà, en fonction de la physionomie, ça va être d'avoir de l'espace pour mettre des affaires. Donc c'est moins populaire pour l'instant, pas encore très populaire chez les routards, mais beaucoup plus chez les gens qui font du gravel, c'est les cuissards cargo avec des poches qui permettent d'avoir voilà, des choses à disposition, le téléphone, des barres en plus, c'est vraiment un espace de stockage en plus. Après, on va avoir un sous-vêtement qui va permettre de mieux gérer la transpiration et puis de garder un confort en permanence. Le petit gilet en permanence qui se met, qui s'enlève pour garder chaud dans les descentes. Ça va vraiment être ce que je vais avoir sur moi. Après, dans la sacoche accessible en permanence, on en a parlé tout à l'heure, on va avoir différentes choses. Des manchettes chaudes, on va passer beaucoup de temps en altitude. Il y a des moments où il fera froid, ça fait vraiment la petite solution pour avoir chaud. Et pareil, les genouillères, hyper confortables pour rouler de nuit. Très important, parce que non seulement on va rouler en altitude, on va rouler la nuit, mais plus on devient fatigué, plus on est sensible au froid. Donc même en plein été, je pense qu'il faut vraiment prévoir suffisamment d'habits. Même si la météo s'annonce fantastique, il faut savoir se couvrir parce que ça peut faire la différence entre terminer son tour des stations Ultimate ou pas le terminer. Maintenant, tout ça, c'est des habits, je dirais, quand la météo reste relativement clémente. Comment est-ce que tu prévois de te protéger des éléments s'il y a des orages ou même s'il pleut toute une journée? Ouais. Alors, le dernier élément, on va dire, qui sera de toute façon avec moi, c'est un coupe-vent Gore-Tex. Donc ça, c'est ultra imperméable. Tu peux tenir des heures sous la pluie. J'ai passé la moitié de la Soch sous la flotte. J'étais sec dedans. Donc ça va être un point que tu auras de toute façon. Après, si la semaine avant le tour, on voit que la météo va se dégrader, on va clairement prévoir des couches en plus. Un pantalon Gore-Tex, des surchaussures, une couche plus chaude. Et on va aussi peut-être prévoir plus de matériel au Reboot Station. On a ce confort vraiment comparé à d'autres formats d'ultra de pouvoir avoir du matériel qui nous attend. Déjà, même si la météo est bonne, je pense que c'est essentiel d'avoir des affaires de rechange qui nous attendent. Mais s'il pleut pendant plusieurs jours, d'avoir des affaires sèches qu'on va pouvoir retrouver tous les 150 km, 200 km, ça va être un luxe énorme. C'est clair qu'en cas de mauvaise météo, là, le confort prime certainement sur le poids. Et si on se pose la question, est-ce que je dois prendre ça ou pas le prendre? Eh ben, la réponse sera certainement je dois le prendre. Ouais, je pense bien. Et puis, quitte à avoir une sacoche arrière un petit peu plus grande pour pouvoir mettre plus de matériel dedans, plus que le matériel pour dormir, mais avoir quelques affaires de rechange. Tu viens de parler du sommeil, de dormir. Qu'est-ce que tu as prévu d'emporter justement avec toi pour profiter du confort et des services apportés par ces Reboot Stations? Regardons ce qu'il y a dans la sacoche. Alors de nouveau, les Reboot Stations offrent un confort supplémentaire
comparé à une épreuve d'ultra habituelle dans le sens où on va avoir des endroits où on sait qu'on peut dormir, où il va y avoir normalement des tapis de sol, des couvertures, donc ça assure déjà quelque chose. Maintenant, ce que moi je prévois d'avoir avec, ça va être une doudoune bien chaude pour me tenir chaud pendant que je dors. Typiquement, s'il fait froid, je vais pouvoir la mettre pour rouler aussi au petit matin. Ensuite, on va avoir un sac à viande standard, voilà, pour des questions d'hygiène et de confort. Mon petit sac de soie, je peux dormir dans des draps de soie pendant l'ultimate, c'est la classe. Et puis, ça permet de garder l'endroit propre pour les suivants. Et enfin, le dernier point, ça c'est quelque chose qui peut t'attendre au Reboot Station, mais je trouve ça plus simple de l'avoir avec, ça va être un petit short de course à pied pour sortir du cuissard. Au Reboot Station, pendant les quelques heures où tu dors, ça change la vie de pouvoir avoir quelque chose qui fait que tes fesses aèrent. Absolument. Moi, j'ajouterais encore juste 2 choses pour aider au sommeil. C'est des bouchons pour les oreilles et puis peut-être un masque pour les yeux parce qu'il y aura sûrement du passage. Donc là aussi, on a cette possibilité de dormir dans des bonnes conditions. Profitons-en au maximum. Ouais, clairement. Surtout peut-être que tu dormiras 2 jours. Voilà, absolument, tout à fait. On peut choisir de rouler la nuit parce qu'on l'a prévu, ou bien parce que la météo du lendemain s'annonce mauvaise. On se dit, tiens, je vais rouler toute la nuit pour prendre un peu d'avance. Donc, il faut être vraiment prêt à tout pour dormir dans toutes les conditions. Ouais, et comme tu dis, la météo peut changer, il peut y avoir des imprévus. Donc, il va falloir prévoir une stratégie pour les Reboot Stations. Mais il va falloir avoir une stratégie flexible parce qu'il va se passer des choses pendant la course. Ces Reboot Stations sont hyper intéressantes, mais il va falloir penser à les préparer en avance, de savoir quel matériel on va envoyer, mais pas dépendre à 100% de ce matériel parce que peut-être qu'on ne va pas réussir à arriver jusqu'à une Reboot Station ou beaucoup plus tard que prévu. En termes de préparation, vraiment, moi, ce que je recommanderais, dans le cyclisme, on n'a pas l'habitude d'avoir ces espèces de stations de vie où on accède à du matériel. Donc, comme tout le reste, il faut le préparer, il faut le tester en vrai. Il va falloir, pour le tour des stations, faire une sortie de plusieurs jours, savoir ce que c'est de rouler la nuit, mais aussi savoir ce que c'est arriver à une base de vie où on aura du matériel, de savoir dire « Ok, maintenant je dois être efficace, il faut que… » En premier, je branche mon matériel. En deuxième, je mange. En troisième, je me lave. En quatrième, je dors. Et ainsi de suite. C'est vraiment des choses qui doivent se préparer, sinon on va perdre beaucoup de temps. Et aussi, qu'est-ce qu'on fait quand on se réveille, la routine, pour pouvoir repartir rapidement et pas perdre du temps. Et je pense qu'effectivement, s'il y a un conseil qui chapeaute un peu tout ce qu'on vient de dire, c'est d'être préparé et d'avoir testé ces systèmes, que ce soit le vélo, l'électronique, les sacoches, ce qu'on va porter sur soi, comment on va gérer ces Reboot Stations. S'il y a un message, c'est bien celui de se préparer, de tester tous ces systèmes. Merci Tom pour tous ces conseils, très utiles. Moi j'en ai beaucoup appris et ça va m'aider à me préparer. On espère que pour vous toutes et tous, c'est la même chose. On aimerait vous proposer que si vous avez des questions par rapport à cette capsule matérielle, vous n'hésitez pas à les poser, soit en commentaire sur YouTube ou partout où vous pourrez découvrir cette vidéo. Et avec Tom, on s'efforcera de vous répondre. Avec plaisir. Merci Tom. Voilà pour cette capsule matérielle. On vous donne rendez-vous pour la prochaine et puis aussi sur cycliste.ch où vous pourrez notamment suivre le tour des stations en live sur Instagram.